Bonjour, bonjour, bienvenue dans les chroniques d'une campagnarde au Japon. Vous êtes sur Radio Dragon, 104.4 et 96.8. En ce 7e épisode, je vais parler d'un sujet très sérieux, enfin, 2 sujets sérieux, puisque cet épisode s'intitule Shukyo to Seiji. Shukyo, c'est la religion, et Seiji, la politique. La politique et la religion, 2 sujets qui sont sûrs de finir en dispute en France. Eh bien, pas au Japon. N'ayez pas peur, je vais juste décrire de façon neutre la situation du Japon au niveau de la politique et de la religion, puisque ce sont pour moi 2 sujets importants pour comprendre tout pays lorsqu'on l'étudie. J'ai trouvé un poème tout à fait adapté de Kobayashi Issa, un des plus célèbres poètes du Japon, écrit en 1983. Sakayuki ni Kami no mamoran Miyo no haru. Sakayuki, c'est un ancien mot pour la prospérité. Kami, c'est comme quand on dit les dieux, on verra plus tard ce que sont les kami. Mamoran, c'est protéger. La première partie, c'est donc que les dieux nous accordent la prospérité. Et après, on a Miyo no haru. Haru, c'est le printemps. Mais Miyo no haru, ça se réfère au premier jour du nouveau calendrier impérial. Ce haïku mentionne donc à la fois les dieux, la religion et l'empereur, donc la politique. Sakayuki ni Kami no mamoran Miyo no haru. Si je voulais aborder le thème de la religion, c'est parce que dans ce domaine, le Japon est vraiment unique au monde. Oui, je dis ça à chaque fois, mais vous allez voir. Le shintoïsme est la première religion du Japon, avant le bouddhisme. Je n'aime pas utiliser le mot religion pour parler du shintoïsme, puisqu'on va le voir, ce n'est pas vraiment une religion, mais un ensemble de superstitions, de croyances. Le mot kami désigne les dieux. La seconde lecture du mot kami se lit shin, donc dans Shinto désigne la voix des dieux. C'est à l'origine un mélange de croyances animistes et d'éléments polythéistes. Les Japonais vivent avec au quotidien sans même s'en apercevoir. Plus de 70% des Japonais se déclarent pratiquants du shintoïsme. Le shintoïsme est apparu il y a si longtemps au Japon comme une croyance primitive qu'il est difficile de savoir quand il est réellement apparu. Probablement durant la période Jomon. Les kami sont des esprits qui habitent la nature, aussi bien les montagnes, les rivières ou le vent. Les Japonais leur ont donc voué un culte en mettant des stèles et en mettant aussi des cordes avec des papiers blancs en zigzag que l'on trouve dans de nombreux lieux encore aujourd'hui, appelés shimenawa. Aujourd'hui encore, lorsqu'une pierre a une forme particulière, lorsqu'un arbre est centenaire ou lorsque n'importe quel endroit sort de l'ordinaire, on dit qu'il est habité par les kami et qu'il est déclaré sacré. Plus incroyable, ça peut être une personne ou certains concepts abstraits comme la fertilité. Le caractère sacré de la nature a une grande place. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Japonais n'ont pas détruit leur écosystème pendant longtemps. Ils ne voulaient pas mettre en colère les divinités, les habitants. Avec l'arrivée de l'écriture, les 2 récits fondateurs du shintoïsme sont Nihon Shoki, chronique du Japon, et le Kojiki, chronique des faits anciens. Très complexe, voire illisible, où des centaines de noms de dieux sont cités. J'ai trouvé sur internet que la raison première de ces écrits, c'est parce qu'à l'époque, les Chinois avaient déjà écrit des livres sur le taoïsme et le confucianisme, et les Japonais étaient jaloux et ils voulaient montrer qu'ils étaient aussi capables d'écrire un livre sur leurs croyances. L'autre raison, évidemment, c'est de légitimiser la famille royale, qui était descendante de la déesse du soleil, Amaterasu. En 1868, avec la refonte de la constitution sous Meiji, le Shinto est déclaré religion d'État. En 1946, l'empereur a dû déclarer publiquement que son règne n'avait rien de divin. La religion Shinto est désormais partie intégrante de la vie des Japonais, mais se concentre plutôt sur l'aspect Dieu dans toute chose, l'amour de la nature, plutôt que sur l'aspect littéraire qui est beaucoup plus rigide, avec la création du monde par les dieux, ce qui a considérablement conditionné la mentalité du peuple japonais. Les Japonais ont une vision très neutre de la religion et en pratiquent plusieurs dans leur vie. Il y a même une phrase très connue qui dit « On est Shinto, on se marie chrétien et on meurt bouddhiste ». C'est que le Shinto considère la mort comme impure. Les Japonais pratiquent le mariage Shinto traditionnel bien sûr, mais ont aussi une fascination pour le mariage chrétien en robe blanche et donc pratiquent parfois les 2 en même temps. On prie les kami pour toutes sortes d'événements, comme la réussite à des examens, pour la bonne santé de ses dents. Oui, il y a des sanctuaires Shinto dédiés à absolument tout. Le sanctuaire de la fortune, des animaux, des épices, tout est possible dans le shintoïsme. Pour éviter de s'attirer les foudres des kami, il est préférable de se purifier avant de rentrer dans un sanctuaire shinto, que l'on appelle jinja.
on s'y lave les mains et on s'y rince la bouche. Les sanctuaires sont des lieux peu exubérants, en général en bois marron, naturel, avec des torii vermillons. Lorsqu'on arrive proche du bassin de purification, on se lave la main droite à l'aide de la main gauche, puis l'inverse, on se purifie la bouche et on recrache le tout dans un bassin pour que ce soit évidemment pur. On y effectue aussi la première prière de l'année, je me souviens l'avoir faite, mais sans respecter le schéma parfait parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, on se contentait juste de jeter des pièces au loin, mais normalement on doit mettre une pièce prévue dans la boîte à cet effet à l'avant du sanctuaire, puis on sonne la cloche, puis on s'incline 2 fois, on frappe 2 fois dans ses mains et on finit par s'incliner une dernière fois après avoir fait sa demande au kami. Il y a aussi les emma, des plaques de bois sur lesquelles on écrit nos vœux et on l'accroche à côté du sanctuaire pour que les kami les exaucent. On peut aussi y acheter des omamori qui sont des amulettes porte-bonheur. Personnellement, j'en ai acheté une et ça a marché pour moi. Une autre chose amusante, c'est que il y a les omikuji qui sont une sorte de papier qui sort d'une boîte que l'on secoue. Il y a donc une prédiction. Dans le cas où la prédiction écrite est bonne, on la conserve comme talisman. Et si elle est mauvaise, on doit l'attacher à l'entrée du sanctuaire pour que les kami la conjurent. Si vous êtes entré par le tori, pensez à ressortir par l'autre tori, car vous entrez et sortez du monde des esprits. Ça serait quand même dommage de rester bloqué dedans. Le tori le plus connu est sans doute celui de Miyajima qui flotte au milieu de l'eau. Les croyances shinto ne demandent aucun sacrifice au quotidien. Il n'y a pas de dogme. D'ailleurs, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Personne n'est parfait, il n'y a pas de culpabilité à avoir. On est plus focalisé sur la manière dont on vit sa vie plutôt que la mort. D'ailleurs, les shintoïstes pensent que quand on meurt, on se retrouve dans un autre monde, Anoyo, dans lequel tout est inversé. C'est une croyance plutôt amusante qui amuse beaucoup les Japonais. Le Shinto considère la mort comme impure, c'est pourquoi seuls les moines bouddhistes s'occupent de la mort et donc des enterrements. Le bouddhisme au Japon n'est pas celui qui est pratiqué en Inde, ni même celui pratiqué dans aucun autre pays au monde. Le bouddhisme a été introduit au Japon par la Chine, par la route de la soie, et il a évolué seul de manière unique. Le bouddhisme se dit Bukkyo, littéralement enseignement du Bouddha. Il est arrivé en Chine vers le 5e, 6e siècle, mais a connu de nombreuses périodes au cours desquelles il a évolué. Il a énormément de variantes, d'écoles, en l'occurrence 13 principales juste au Japon. Les plus connues sont l'école Tendai, l'école la plus ancienne, ayant de forts aspects ésotériques. Il y a aussi l'école de la terre pure qui prône la dévotion au Bouddha Amida, qui est la plus répandue au Japon. L'école véritable de la terre pure va encore plus loin, je pense que c'est ma branche préférée, parce qu'on peut faire ce qu'on veut de sa vie, tant qu'au moment de mourir, on dit la phrase « Je crois en Amida Bouddha ». Et cette phrase suffit à aller au paradis et à obtenir l'absolution, puisque cette branche considère que la foi en Bouddha est en nous. La dernière branche que je pourrais citer est le zen, basé sur la méditation en position zazen. Le bouddhisme japonais est peu demandant et il faut régulièrement prier, mais ce sont les moines qui sont surtout soumis à ça. Le peuple japonais ne s'impose que des prières au temple de temps en temps, sans vraiment d'autres rituels. La prière dans un temple bouddhiste est sensiblement la même que dans le sanctuaire shinto. On ne tape pas dans les mains, et s'il y a de l'encens, on doit faire venir la fumée vers nous pour se purifier. Les Japonais mélangent constamment les deux prières, donc ne vous en voulez pas de faire des erreurs. Les temples bouddhistes sont appelés Tera, O-Tera. Il y a plusieurs bâtiments et parfois une statue de Bouddha, c'est comme ça qu'on les reconnaît. À l'entrée, on y trouve non pas un tori, mais un mon. De chaque côté, il y a généralement des statues qui chassent les mauvais esprits. Et souvent aussi une pagode. La plus grande pagode du Japon est à 5 étages. Sur une carte, il est facile de trouver les sanctuaires. Ils sont représentés par un tori, un portail de sanctuaire, et les temples bouddhistes sont représentés par un symbole de sagesse et d'amour, la svastika, c'est-à-dire une croix avec des branches en angle droit. Un étranger en vacances au Japon a voulu porter plainte parce qu'il croyait que c'était des croix gammées, alors que ça n'a pas du tout le même sens, puisque ce sont des symboles de paix et d'amour en Asie, donc il faudra vous y préparer. Pour les Japonais, c'est tout à fait normal. Avant d'en finir avec les religions, une chanson de Back Number, Mabataki, qui signifie cligner des yeux. Elle est sortie en 2019, c'est vraiment le top de la dernière mode de ce qui se fait en
75% des Japonais pratiquent le bouddhisme et 90% d'entre eux déclarent pratiquer le shintoïsme aussi. Ce qui veut dire que la grande majorité des Japonais pratiquent les deux religions. Et c'est tout à fait vérifiable. Quand vous posez la question à un Japonais de sa religion, la plupart des Japonais ne savent même pas quoi répondre. Parce qu'il faut comprendre que pour eux, ce n'est pas du tout la même place que nous. Pour eux, ça relève de la philosophie de vie plus qu'une obligation envers un dieu unique. C'est l'une des autres choses que j'adore et que je trouve absolument fascinante au Japon, c'est le syncrétisme. L'empereur Shōmu a fait croire à ses sujets que la déesse Amaterasu, déesse du soleil, était une seule et même personne que Vairocana, le Bouddha suprême, aussi en lien avec le soleil, pour finir par une sorte de religion unique qui mélangerait les deux religions principales. Ce qui fait que les deux religions se mélangent parfois au sein d'un même sanctuaire, ce qui fut, évidemment, les fondements du syncrétisme. Le syncrétisme est appelé Shinbutsu Shugo, littéralement syncrétisme shinto-bouddhiste, désignant le mélange de ces deux religions. Un élément bouddhiste peut se retrouver dans un sanctuaire, tout comme un élément shinto peut se retrouver dans un temple. C'est pour ça que les Japonais pratiquent indépendamment les deux religions, sans parfois savoir si le geste religieux appartient à l'une ou l'autre des deux croyances. Et c'est formidable, je trouve, parce que les religions vivent en totale harmonie et ça ne crée pas de problème de société. Fondamentalement, aucune des deux religions n'est plus importante que l'autre. Bien sûr, d'autres religions ont fini par atteindre le Japon, qui est un terrain fertile aux croyances venues de l'étranger. 9 millions de Japonais pratiquent d'autres religions, ce qui représente environ 7% de la population. Tout d'abord, on a vu dans l'histoire, les chrétiens sont arrivés au Japon, puis s'en est suivi une période durant laquelle ils furent persécutés. Si les chrétiens ont été dans un premier temps acceptés par les Japonais, c'est parce qu'il y avait une curiosité de l'Occident, et que les croyances chrétiennes étaient relativement nouvelles. Et les Japonais n'avaient pas spécialement envie de se méfier. Les chrétiens qui ne vénéraient qu'un seul dieu ont alors pris les croyances chrétiennes qui ne vénéraient qu'un seul dieu ont alors pris de l'ampleur, et le pouvoir a fini par y percevoir là une menace. Pendant les persécutions, les chrétiens étaient obligés de piétiner des images du Christ ou de la Vierge Marie. Cependant, ceux qui s'en sortent sont devenus les chrétiens cachés, et vont entraîner une sorte de syncrétisme, en déguisant Kanon, une icône bouddhiste, en Marie, ce qui donne une hybride Maria Kanon. Tout devient alors une transmission orale, et aujourd'hui encore, certains conservent les traditions pour éviter que les chrétiens du Japon ne disparaissent, et il y a d'ailleurs encore des églises au Japon. Il y a aujourd'hui 2 millions de chrétiens, c'est-à-dire moins de 2% de la population. Ils sont principalement concentrés dans le sud du Japon, puisque c'est là qu'ils étaient cachés lors des persécutions. Les musulmans sont moins présents, étant arrivés beaucoup plus tard au Japon. Ils représentent moins de 0,1% de la population présente. Ils sont arrivés en premier en 1905 lorsque les musulmans persécutés en Asie se sont réfugiés au Japon. Aujourd'hui, ce sont surtout les Indonésiens qui sont répartis dans une centaine de mosquées dont les plus grandes sont celles de Tokyo et celles de Kobe. En ce qui concerne le judaïsme, il est présent à moins de 0,0002% au Japon, c'est donc une des religions tout à fait minoritaires. Une des croyances les plus répandues est le confucianisme qui est arrivé au Japon par la Chine, mais n'est pas considéré comme une religion, plutôt comme un enseignement politique et social. Il a beaucoup influencé la mentalité des Japonais, comme le Bushido d'ailleurs, le code des samouraïs, qui a aujourd'hui lui-même influencé la politique d'entreprise. Le confucianisme du Japon n'est pas du tout celui pratiqué ailleurs, encore une fois, il apporte de bonnes valeurs comme le respect des ancêtres et des aînés, concept très répandu en Asie, mais aussi il a malheureusement contribué au fait que les femmes soient inférieures, avec des fortes valeurs de patriarcat. La loyauté était par exemple une des vertus suprêmes du confucianisme. En Chine, c'était la loyauté envers soi-même, alors qu'au Japon, c'était la loyauté envers son pays, ce qui a donné en partie le nationalisme japonais. Même si tout a l'air de bien se passer au niveau religieux, on ne peut pas empêcher un certain nombre de sectes. Depuis le XXe siècle, diverses religions ont atteint le Japon, certaines intégrant un élément de fondamentalisme hindouiste, comme la tristement célèbre secte Aum, responsable de l'attaque au gaz sarin du métro de Tokyo le 12 mars 1995. 12 personnes ont été tuées et 5500 ont été blessées. Ce genre d'événement étant très rare, ça a profondément marqué la mentalité des Japonais. Les responsables de l'attentat ont été exécutés l'année dernière. Les Japonais pratiquent au quotidien plus qu'une religion, un ensemble de croyances qui vont conditionner les actions des Japonais, mais pas de manière obligatoire. Par exemple, nous avons tous nos croyances concernant les chiffres. En France, le nombre 13 porte malheur et le chiffre 7 porte bonheur, ce qui a évidemment des origines chrétiennes, comme les chats noirs associés aux sorcières. C'est pourquoi, dans l'ensemble de l'Occident, on a les mêmes croyances vis-à-vis des chiffres et vis-à-vis des chats, les pauvres.
Il n'y a donc pas ce genre de superstition au Japon. Les chiffres au Japon qui portent malheur sont les 4 et le 9. 4 qui se prononce yon, mais aussi shi, ce qui est le même mot pour dire la mort. Et le 9 se prononce kyu, ce qui évoque le mot souffrance. C'est pourquoi il n'y a souvent pas d'étage 4 dans les édifices publics ou bien de chambre numéro 4 dans les hôpitaux par exemple. Plus loin encore, dans les maternités, il n'y a pas de chambre 43 qui peut se prononcer shi-san, c'est-à-dire mort à la naissance. Évidemment, ça ne porte pas bonheur. Une autre croyance en lien avec le vocabulaire, c'est que quand il y a un corbillard, il faut cacher ses pouces. Le pouce se dit oyayubi, c'est-à-dire littéralement le doigt des parents, donc il symbolise les parents, et si vous montrez vos pouces, ça symbolise que vous voulez que vos parents meurent quelque part. Mais il y a aussi des choses positives avec le nom des chiffres, par exemple le 29 novembre est le jour de la bonne viande, parce que le 29 de 9 se dit ni-ku, et novembre, le mois numéro 11, 1-1, i-i, donc i-ni-ku, 11-29. Et donc, i-ni-ku veut dire bonne viande. Donc, on vend souvent de la viande cette journée-là. Et avec ces nombres, les possibilités sont infinies. Il y a des superstitions dans la vie de tous les jours, comme nous avec le miroir ou l'échelle. Au Japon, on ne siffle pas le soir, ça attire les serpents. On ne se coupe pas les ongles la nuit, ça signifie qu'on sera séparé de nos parents quand ils mourront. On se transforme en vache si on s'allonge après avoir mangé. C'est une manière en fait d'empêcher les gestes impolis. Quand on casse sa geta, une chaussure traditionnelle japonaise avec des lanières un peu comme les tongs, c'est un signe de malchance. Mettre du sel sur le seuil de la maison éloigne les esprits. Si on se balade le ventre à l'air un jour de foudre, le dieu du tonnerre fera rentrer des éclairs par votre nombril. On ne dort pas la tête au nord parce que c'est la tête au nord qu'on enterre les gens dans le bouddhisme. Donc voilà, tout un tas de croyances qui bercent le quotidien des Japonais. Voilà une chanson qui parle de s'échapper, Great Escape, par le groupe Cinema Staff, un groupe de visual kei japonais qui connaît un grand succès en 2013.
Au Japon, on comprend que, comme partout, la plupart des croyances ont des origines religieuses, mais rien de très contraignant. Ce sont juste des éléments qui vont un peu plus influencer le quotidien. Malgré tout, les Japonais ont un héritage de ces superstitions chinoises assez néfastes. L'horoscope chinois est toujours utilisé pour vérifier la compatibilité entre deux personnes, et il y a une précision qui dit que les femmes nées lors de l'année du cheval de feu, tous les 60 ans, tuent leur mari. Et on observe du coup une immense baisse de la natalité ces années-là. C'est incroyable. Puisque je parle d'horoscope, les Japonais ne sont pas spécialement consommateurs d'horoscopes chinois et encore moins européens. Il existe, mais ils n'y font quasiment pas référence. La croyance des Japonais est celle des personnalités qui changent selon les groupes sanguins. Les groupes A sont sérieux, honnêtes, responsables, calmes et tatillons sur les bords. Les groupes B sont créatifs, passionnés, optimistes, mais aussi impulsifs, distraits et parfois irresponsables. Les groupes O sont ambitieux, passionnés, ont une confiance en eux, mais du coup sont jaloux et accros au travail. Et enfin, les groupes AB sont décontractés, sociables, organisés, rationnels, mais aussi indécis. C'est pour cette raison que souvent on vous demandera votre groupe sanguin, comme si c'était un élément important pour vous définir. Et c'est pour ça qu'on vous donne aussi les groupes sanguins de stars ou de personnages de manga. Pourquoi est-ce possible ? Eh bien, contrairement à chez nous où il y a une grande majorité de groupes sanguins A, les groupes sanguins japonais sont presque répartis en parts égales. Une autre croyance que j'adore au Japon, ce sont les yokai. Ça fait partie du Shinto, le folklore japonais. Ce sont des sortes de fantômes qui existent sous n'importe quelle forme. Les yokai peuvent être des sortes d'âmes capables d'habiter des objets. Et il y a une croyance populaire qui dit que quand on possède un objet depuis 100 ans, on ne peut pas le jeter parce qu'il a acquis une âme. Les yokai existent souvent pour prévenir les gens de faire des choses négatives et justifier des faits étranges. Par exemple, une femme qui mangeait beaucoup trop a eu une deuxième bouche qui lui a poussé sur la tête. Quelque part, c'était pour inciter les femmes à rester minces. Il y a aussi des yokai malveillants et des yokai gentils. Ils sont un peu comme des animaux fantastiques. Le renard à 9 queues, des sortes de canards magiques. D'ailleurs, la plupart des Pokémon sont inspirés par les yokai. Sur ma chaîne YouTube, j'explique aussi l'origine mythique des Pokémon dans une émission appelée Pokémythe. Autant les Japonais sont super ouverts au niveau des croyances, autant au niveau de la politique, c'est pas vraiment la même chose. Le système politique du Japon est un peu à part, c'est une monarchie constitutionnelle. Il est aujourd'hui parfois assez difficile de déterminer réellement à quel régime le Japon s'identifie. Les Japonais ont fait comme les Chinois pendant longtemps, ils ont eu un gouvernement shogunal avec 2 pouvoirs. Leur monarchie se rapproche de celle des Anglais aujourd'hui, ils sont donc passés par plein de systèmes différents. Ça peut expliquer leur manque d'intérêt pour la politique, parce qu'ils ont tout simplement du mal à situer et à comprendre leur rôle dans tout ça. Le Parlement s'appelle la Diète, il y a 2 chambres, la chambre haute et la chambre basse. Tout ça a été mis en place en 1941 par l'armée américaine après la guerre. Les représentants de la Diète sont élus par le peuple. Le pouvoir exécutif est celui du Premier ministre, et le Premier ministre est Shinzo Abe depuis 2012. C'est pas une personne super sympathique. Il n'est pas super aimé d'ailleurs. C'est la Diète qui le choisit et il est ensuite approuvé par l'empereur. Le rôle de l'empereur n'étant que celui de symbole. Le Japon est d'ailleurs parfois décrit comme une démocratie parlementaire. La politique de Abe était les Abenomics. Ce sont des flèches métaphoriques qui vont atteindre 3 différents objectifs pour redresser le pays. Politique monétaire expansionniste, assainissement des finances publiques et réformes structurelles. Dans son second mandat, il va donner 3 nouvelles flèches pour répondre aussi au problème de dénatalité. Pour l'instant, les mesures n'ont pas porté leurs fruits. Le pouvoir d'achat est en berne et la dette s'élève toujours à 250% du PIB du pays. Mais c'est une dette nationale contrairement aux autres pays dans le monde, ça veut dire qu'elle est détenue par les Japonais eux-mêmes, ce qui est plutôt une bonne chose pour l'économie du Japon. Comme on peut le remarquer, la politique du Japon est pour les Japonais en priorité. Les Japonais sont plutôt nationalistes et les politiciens agissent dans l'intérêt du pays et de ses habitants. Le parti dont est issu le Premier ministre est le parti centre-droit, conservateur-libéral, le même parti au pouvoir entre 1955 jusqu'en 2009. Entre 2009 et 2012, avant que Shinzo Abe n'arrive au pouvoir, c'était le second parti le plus important, centre-gauche, qui était en place. Il y a pas mal de partis différents au Japon, sachant que To veut dire parti, à la fin du nom du dit parti. Les partis japonais principaux sont le Parti démocrate du Japon, Minshu-to, le Parti libéral-démocrate, Jimin-to, le Kome-to, qui est plutôt centriste, le Parti social-démocrate, l'équivalent du socialiste,
Et il y a un petit parti communiste, Kyosanto, qui est contre le nucléaire et qui a gagné pas mal d'adhérents après Fukushima. Il y a aussi plein de petits partis, Minna no To, le parti de tous, le nouveau parti Nippon. Après, il y a des partis extrémistes des deux côtés, évidemment, autant très communistes que autant très nationalistes. Les Japonais se tiennent alors dans une sorte de centrisme, mais mettent toujours le peuple japonais au centre de leurs décisions. C'est la priorité nationale qui domine, ce qui est assez normal dans leur logique. Il y a des groupes ultranationalistes qui passent dans les rues parfois, ce sont des gros vannes noirs avec des kanji écrits en blanc dessus la plupart du temps. Ils sont reconnaissables puisqu'ils ont un drapeau japonais et des haut-parleurs et ils disent des textes. En général, ils jouent aussi l'hymne japonais et demandent aux gens de rejoindre leurs idées. Moi, je leur fais coucou. Mais même s'ils font beaucoup de bruit, ça reste des marginaux et honnêtement, leurs avis sont beaucoup trop extrêmes, comme réviser la constitution, honorer les gens qui ont eu des politiques expansionnistes. La plupart des Japonais se fichent totalement de leur opinion et c'est pas grave. Et ils sont surtout anti-américains. Et quand on connaît l'histoire du Japon et des États-Unis, on peut pas vraiment leur en vouloir. Et la plupart du temps, quand on est étranger, par défaut pour les Japonais, c'est qu'on est des Américains. Donc, Par confusion avec la Chine, beaucoup de gens pensent que le Japon est un pays communiste. Le Japon est probablement le pays le plus capitaliste au monde. Ça veut pas forcément dire au détriment du peuple. Ça veut juste dire que tout ce qui peut faire de l'argent, on le fait. Ce n'est pas vraiment une mauvaise chose dans la manière où c'est appliqué au Japon. Que vous alliez dans un magasin ou chez le coiffeur, partout où vous allez, on vous dit bienvenue et merci. Si jamais on n'a pas votre taille dans un magasin de vêtements, la vendeuse va s'excuser 5000 fois, parce qu'au Japon, le client est roi. Enfin, le client est Dieu, comme on a pu le voir. Et du coup, si on veut donner une bonne image de notre entreprise et continuer de vendre, il faut être gentil. Les SDF peuvent parfois travailler sur les chantiers pour gagner quelques sous. On fait de la pub pour absolument tout et n'importe quoi. Par exemple, s'il y a une forte demande pour les Tamagotchi où il faut élever un chihuahua rose, eh bien, on produit des Tamagotchi avec des chihuahuas roses. C'est ainsi que fonctionne le Japon. Avant de passer aux opinions des Japonais, voici une chanson de Yonezu Kenshi qui a fait un énorme succès en 2018. La chanson s'appelle Lemon parce que l'homme pleure sa copine qui sentait le citron. C'est vraiment bien écrit et même si vous comprenez pas la chanson, dites-vous juste qu'elle est jolie. 夢ならばどれほど良かったでしょう未だにあなたのことを夢に見る忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払う戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いままきっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっているあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い雨が降り止むまでは帰れない今でもあなたは私の光暗闇であなたの背をなぞったその輪郭を鮮明に覚えている受け止めきれないものと出会うたび溢れてやまないのは涙だけ何をしていたの何を見ていたの私の知らない横顔でどこかであなたが今私と同じような涙に暮れ寂しさの中にいるなら私のことなどどうか忘れてくださいそんなこと心から願うほどに今でもあなたは私の光
悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いはものに雨が降り止むまでは帰れない切り分けた果実の片方のように今でもあなたは私の光Le droit de vote a été déplacé de 20 à 18 ans pour lutter contre le désintérêt des urnes. Ça n'a pas empêché la moitié d'abstention pour les dernières élections. La France est un pays extrêmement politisé. C'est vrai que ça peut toujours nous paraître étrange qu'un autre pays ne le soit pas du tout, mais les Japonais ont le sentiment que la politique ne les concerne pas, que c'est l'affaire des politiciens. Et pourtant, ils votent directement pour les membres de la Diète, ce que nous ne faisons pas pour les sénateurs par exemple. Est-ce que le système n'est pas plus démocratique finalement au Japon ? En effet, les Japonais votent très souvent à l'unanimité, ils tentent d'obtenir l'accord de tous. Et en ça, ils considèrent que le système qu'on a en France n'est pas démocratique. Quand on a un président élu à 51%, c'est vrai que ça fait quand même 49% des gens qui n'ont pas voté pour lui. Le problème de la politique, c'est que dans la plupart des pays, c'est sujet de discorde. Et c'est très facile de créer l'embarras dans un repas de famille rien qu'en évoquant si on est de gauche ou de droite. Et vous savez à quel point la préservation de la paix sociale pour les Japonais est importante. Du coup, on encourage les gens à ne pas avoir trop d'avis, à ne pas trop réfléchir. Et c'est aussi ce qui fait en partie que les gens pensent que les Japonais sont stupides, parce qu'on les encourage à ne pas être ceux qui brisent la paix sociale. Dans la réalité, la plupart des Japonais pensent qu'ils n'ont pas le droit de s'intéresser à la politique parce que ça détruit la relation avec les autres gens. Mais pourtant, il y a bien des gens qui s'y intéressent. Et croyez-moi, ils sont loin d'être bêtes sur le sujet. J'ai discuté avec des Japonais qui me disaient qu'ils avaient envie de parler politique. Et même plus, il y a quelques semaines, pendant les manifs des Gilets jaunes, j'étais à la poste, au Japon, et en sortant, une vieille femme m'a pris par le bras et m'a parlé. Et quand je lui ai dit que j'étais française, sa réaction m'a énormément surprise et touchée. Elle m'a dit « Bravo pour ce que vous faites. Si vous saviez, on aimerait tellement, tellement !» Et c'est vrai qu'il n'y a pas de manifestation au Japon, et qu'en fait, elle m'a montré qu'ils aimeraient en faire. Mais la meilleure façon de faire les choses, c'est quand même comme ils les font au Japon, quand ils manifestent, ils préfèrent mettre les transports gratuits, comme ça embête les responsables et pas les usagers. Donc une fois de plus, c'est une totale autre façon de penser les choses. D'ailleurs, les Japonais, du fait de leur histoire, n'ont pas forcément la même vision sur des tas de sujets. Encore un mythe qui s'en va, mais pour certaines choses, les Japonais sont plutôt en avance sur leur époque, mais tristement pour d'autres, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de sujets qui sont tabous dans la société japonaise, dans le but de protéger les gens et la société en général. Par exemple, la peine de mort est légale au Japon. Elle est appliquée quand par exemple il y a un meurtre de masse, c'est pour ça que les terroristes qui ont commis les attentats en 1995 ont eu la peine de mort. L'opinion publique est d'accord avec le procédé, alors qu'en France, c'est plutôt impensable. En fait, les Japonais ne pardonnent pas l'atteinte qui est faite envers leur pays, envers leur population. Mais la différence, c'est qu'en France, on a une identité locale revendicative, qui, je trouve, brise un peu l'unité de la population. Les Japonais sont japonais, un point c'est tout. Alors qu'en France, on est tout le temps en train de dire « Moi je suis du Sud et fier de l'être », « Eh ben moi je suis breton et voici mon drapeau », et ce genre de choses crée des différences au sein de la population, ce qui est quand même dommage. La citoyenneté japonaise s'obtient par le sang et non pas par le lieu de naissance. Ceux qui sont naturalisés doivent renoncer à leur précédente nationalité. Il n'y a pas de cumul. Au Japon, il n'y a que très peu d'immigration, ce qui fait très bizarre. 98% de la population est de pure souche japonaise. Enfin, il n'y a pas vraiment de pure souche quand on considère qu'un pays est essentiellement basé sur l'immigration, mais ils sont japonais quoi. Il y a donc 2% d'étrangers. Première réelle ouverture du pays aux travailleurs étrangers, 1er avril 2019, donc c'est récent, pour faire face à la dénatalité. Et dans ces 2%, il y a près de 40% qui sont des Chinois, 20% de Coréens, et le reste principalement des Philippins et autres Asiatiques. Les Européens, nous sommes très rares, et du coup on se sent un petit peu unique, ce qui peut parfois avoir des mauvais côtés. J'avais une amie qui a rêvé du Japon toute sa vie et qui a détesté y vivre. Pas parce que c'est un pays où il ne fait pas bon vivre, mais parce qu'elle se faisait toujours dévisager, parce qu'elle est étrangère. Et que voir un étranger, c'est toujours étrange pour les Japonais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes, ni qu'ils vous dévisagent pour une mauvaise chose, c'est juste qu'ils sont curieux.
Et il arrive même que vous vous fassiez aborder et qu'on vous pose des questions sur votre pays d'origine. Ce qui, suivant comment on perçoit les choses, peut être totalement inapproprié ou vous remplir de joie qu'on s'intéresse à vous. Moi, j'étais dans la seconde catégorie. Ça fait toujours un sujet de conversation. Oh, la France, Jean Reno. Oui, Jean Reno. Quand on va au Japon, il n'y a que des Japonais. En France, on est un pays multiculturel, ce qui fait qu'on a une richesse de population. Mais la plupart des Japonais, à cause de ça, complexent pour leur couleur de cheveux. Quand on a tous les cheveux noirs et lisses, c'est un petit peu triste. Donc, de plus en plus de Japonais se teignent ou se décolorent les cheveux pour pouvoir se différencier des autres. Et oui, des fois c'est triste de tous se ressembler et ne pas pouvoir se différencier. Pour les Japonais, l'immigration en soi n'est pas une mauvaise chose, mais pour eux, les immigrés doivent respecter la culture japonaise et montrer une volonté de s'intégrer. Ceux qui avancent des arguments contre disent qu'il faut maintenir une certaine sécurité, une stabilité culturelle et une paix sociale que les étrangers ne seraient donc pas capables de maintenir. Les Japonais, étant assez nationalistes, ont évidemment peur de ne pas conserver l'homogénéité de leur pays. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? À vous de décider. C'est pas nécessairement raciste, c'est juste que c'est une manière de penser différente qui vient de leur histoire et aussi de la géographie. Donc le Japon, encore une fois, ce n'est pas la France. Pour résumer mes histoires personnelles, ça m'a surpris une fois qu'on a refusé de me parler dans une petite ville aux alentours de Kyoto. Mais c'était une très vieille mamie et on demandait notre chemin. Elle a eu peur du fait qu'on est des étrangers. Je pense pas qu'elle voulait juste nous signifier qu'elle était raciste, mais plutôt qu'elle ne parlait pas autre chose que le japonais. Dernièrement, il y a eu un scandale des Airbnb, beaucoup trop de touristes à Kyoto et c'est réellement devenu invivable, surtout que les touristes sont assez irrespectueux. Beaucoup de déchets par terre, des lieux touristiques deviennent complètement inaccessibles, même en arrivant à 6h du matin, sans parler des dégradations. Un groupe de Coréens avait trouvé l'excellente idée de graver leur amour dans les bambous de la forêt de Kyoto et tous les touristes ont décidé de faire de même, ce qui a saccagé la beauté du lieu. Donc on peut comprendre, selon moi, que certaines personnes en aient assez. Et même voient les étrangers presque comme une menace. C'est vrai quoi. Ils vont pas faire la différence visuelle entre quelqu'un qui étudie le japonais depuis 6 ans et qui aime profondément la culture, et une américaine qui hurle dans le train au téléphone et qui arrive en terrain conquis. En parlant d'américain, ma dernière chanson s'appelle Heat in America, et c'est un de mes groupes favoris, surtout quand j'étais jeune, les Beat Crusaders. Ça ressemble beaucoup à du rock américain, mais ce sont bien des japonais qui ont la particularité de cacher leur visage avec des dessins d'eux-mêmes. Personne ne sait réellement à quoi ils ressemblent. I never dreamed before, and then I knocked the door into the world of perfect fate. You're gonna say I'm mine, I'm gonna get the chance. I thought a chance is far from me. I was made to hit in America. I was made to hit in America. I never dreamed before, I'm gonna knock the door into the world of perfect fate. You're gonna say I'm perfect, but never made it through. How many times I tried to pay. I was made to hit in America. I was made to hit in America. In America, I was made to hit in America. 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 Oh, I was made to hit in America. I was made to hit in America. I was made to hit in America.
Mais les Japonais sont racistes ou non? Alors, les Japonais sont racistes, oui et non. Quand un étranger est en couple avec une Japonaise, j'ai beaucoup entendu dire que les Japonais regardaient fixement les étrangers avec un regard qui voulait dire « tu voles la ressource de notre nation ». Mais le racisme est aussi plus latent. Vous n'aurez pas d'actes racistes assumés, du style des meurtres, ni même des insultes, des passages à tabac. J'ai des amis qui disent qu'ils ont été victimes d'actes racistes. Moi, en 2 ans, rien ne m'est jamais arrivé, pas même une insulte, pas même un regard méchant. Mais bon, évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde. En même temps, pour que je considère un acte comme un crime raciste, je pense qu'il faudrait qu'on me retrouve dans le coffre d'une voiture avec un post-it sur la tête, avec écrit « cette personne est blanche et donc elle est pas belle ». Non, vraiment, pour moi, il m'en faudrait beaucoup. Je ne considère pas que quand on me pose la question sur mon pays d'origine, ou qu'on s'extasie en permanence sur mon niveau de japonais, comme une insulte, ni même comme une preuve de racisme. Pour moi, c'est juste culturel et on peut pas vraiment l'empêcher. D'ailleurs, j'explique sur ma chaîne YouTube pourquoi, quand on parle en japonais, les gens nous répondent toujours en anglais. C'est sûr que c'est un petit peu ennuyant, mais pas vraiment dangereux. J'ai une amie québécoise d'origine sénégalaise qui est tombée amoureuse du Japon et qui me disait « Moi, ça me dérange pas, pour une fois qu'on me dévisage, non pas pour ma couleur de peau, mais parce que je suis étrangère, tout court. » Donc, c'est difficile de vivre au Japon, et même d'y voyager, car on est toujours unique. Le problème des Japonais, ce n'est pas seulement l'immigration, il y a plein de sujets tabous. Ça porte très bien le nom de tabou au Japon, parce qu'on n'en parle simplement pas. On prend grand soin d'ignorer le sujet. Et oui, la culture des samouraïs persiste, celle de ne pas perdre la face, de ne pas être déshonoré, et du coup il y a encore de grands sujets tabous au Japon. L'avantage qu'on peut y voir, c'est que les Japonais ne sont fondamentalement pas contre, et donc on va pas les voir dehors à faire des manifestations, mais le désavantage c'est qu'on ne connaît pas réellement l'opinion des Japonais sur le sujet, et c'est peut-être quelque chose qui pourrait aider des gens. J'ai fait durant mon année de fac un exposé sur l'homosexualité au Japon, en japonais, et j'ai découvert encore un paradoxe dont les Japonais ont le secret. J'ai été surprise de découvrir qu'il y avait des traces d'homosexualité dans des anciens récits du Japon. À l'époque, les samouraïs, les hommes, avaient des relations entre hommes, non pas parce qu'ils étaient homosexuels, mais parce qu'ils considéraient que la femme était bien trop inférieure pour les mériter. Ne dénoncez pas. Je vous signale qu'en France, on n'est pas parfait dans ce domaine. Et l'homosexualité, dans ce cas-là, n'était donc pas tabou, pas sale, rien de tout ça. Mais le problème, c'est que quand les étrangers sont arrivés au Japon, c'est eux qui ont dit « Ah, mais vous êtes pas au courant? Nous, garants de la décence, on dit que c'est dégueu, donc maintenant c'est dégueu. » En gros, j'ai pas tous les détails historiques, mais l'idée c'est ça. Et aujourd'hui, donc, la plupart des homosexuels se marient avec le sexe opposé pour être dans le moule. Mais aussi vivent dans le mensonge le plus total. Les jeunes homosexuels se font harceler à l'école et les politiciens continuent d'ignorer le sujet. Ils ne peuvent pas réellement prendre de parti puisque la norme a toujours été de ne rien dire. Le parti libéral-démocrate est opposé au mariage gay, mais le parti social-démocrate et le parti communiste y sont favorables. Aucune loi n'interdit l'homosexualité. C'est juste l'ignorance en fait. En fait, au Japon, ce qui est le plus dur, c'est de se défendre quand on n'est pas directement attaqué. C'est ça le pire dans le tabou, c'est l'indifférence. En France, on a des manifestations. En France, on a la manifestation des anti-mariage pour tous, donc il suffit de faire une manifestation contre eux, mais quand on ne parle pas de nous, comment nous défendre quand on n'est pas directement attaqué? On estime que 50% des homosexuels ont fait leur coming out, et les Japonais viennent parfois se marier à l'étranger pour être reconnus. Mais les choses avancent, presque 20% des entreprises embauchent sans discrimination. Et dernièrement, des élus transgenres et homosexuels sont arrivés dans les mairies. Heureusement, avec les médias alternatifs, Internet et ce qu'on voit des autres pays, les choses s'améliorent petit à petit. Il y a de plus en plus de gay pride et les politiciens avouent leur homosexualité publiquement et créent des associations. En 2015, dans les arrondissements de Shibuya, Setagaya, à Tokyo, on peut désormais se marier, ce qui a donné lieu à de très nombreux mariages de couples du même sexe, et ce qui a aussi éveillé les consciences. Si les raisons de rejet de l'homosexualité ne sont pas la religion comme chez nous, quelles sont-elles alors? Dernièrement, j'ai regardé un reportage sur un couple homosexuel ensemble depuis 17 ans, et ils disaient que c'est parce qu'ils étaient considérés comme non productifs. Et oui, la société japonaise est en situation de dénatalité, donc pour le japonais moyen, les personnes ne pouvant pas faire d'enfants sont comme inutiles. La situation de l'avortement est un peu la même, ce n'est pas pour des raisons religieuses que les japonais n'aiment pas l'idée d'avorter, c'est une situation un peu délicate, déjà qu'il n'y a pas de naissance, et les femmes au Japon ne prennent pas la pilule, c'est un peu anti-bouddhiste, parce que ça modifie la nature, ça modifie le corps, et du coup les jeunes couples se retrouvent souvent avec un enfant. Donc, je ne veux absolument pas noircir le tableau, j'ai eu plein de moments de bonheur avec des Japonais, après je pense que
Dans un pays, on doit faire l'effort de s'intégrer, même si c'est pas toujours facile, mais c'est notre travail de montrer notre appétit pour la culture japonaise, et c'est aussi notre travail de pousser un petit peu l'évolution des mentalités, en tout cas dans le bon sens. Grâce à des amis, j'ai pu participer de très près à un événement qui est un festival de Yakuza, et franchement, aucun problème, au contraire. Même, on n'arrêtait pas de me poser des questions et je sentais que les gens s'intéressaient à moi et pas d'une manière négative. Il y a même des fois où, à cause des mouvements de foule, je suis tombée. J'aurais pu clairement me faire piétiner et mourir comme une stupide touriste indésirable. Au lieu de ça, j'étais relevée par des mecs musclés et tatoués qui me disaient d'une voix douce mais virile, tout va bien. Et ce sont des expériences que je n'oublierai jamais de ma vie. Croyez-moi, je me suis mise dans des situations où il y aurait eu des raisons d'être raciste, mais je n'ai jamais eu aucun problème. Je cède ma place à des personnes âgées un peu pompeuses, je m'attends toujours à n'avoir aucun remerciement, et j'ai toujours plusieurs remerciements. Souvent, les gens sont tellement contents de voir qu'il y a des étrangers polis, les gens sont réellement reconnaissants la plupart du temps, et on sent qu'ils ont envie d'en savoir plus sur les étrangers, et ils sont toujours à tendre la main pour nous parler. Je n'ai jamais, au grand jamais, été victime d'une situation de discrimination quelconque au Japon. Et même si ça avait été le cas, il y a des gens stupides de partout, non ? Souvent, les gens qui partent au Japon ont une connaissance très limitée de la culture et des comportements sociaux des Japonais, ce qui fait qu'il y a une grande partie, pour moi en tout cas, de mes interprétations. L'exemple cliché, c'est que les Japonais, à cause de la notion de personal space, vont avoir tendance à laisser un siège d'écart entre eux et une autre personne. Et les touristes se plaignent que les Japonais se décalent quand ils sont assis à côté d'eux. Ce n'est pas parce que vous êtes étranger, c'est parce qu'ils font ça absolument avec tout le monde. Tant et si bien que je finis par le faire moi aussi. On se laisse de l'espace à soi et on évite ainsi d'encombrer l'espace personnel des autres aussi. Ce n'est pas du racisme. Je n'ai même jamais subi de reproches à cause de mon style. Au contraire, les gens me demandent des photos et au pire, je pense que la pire insulte que j'ai eue c'est « Ah, kawaii !» C'est-à-dire une personne laissant échapper « Oh, trop mignonne !» Alors qu'en France, les insultes, j'en ai reçues et croyez-moi, elles sont pas très radiophoniques. Le nombre de fois où les Japonais ont pris leur courage à deux mains pour venir me parler, bon, je vous cache pas que mon look aide beaucoup à la conversation, mais ça sera dans un autre épisode, et c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens, je parle un peu japonais, je m'incline, je dis merci beaucoup, j'en fais trop quand il faut en faire trop, et pas trop quand il faut pas en faire trop, bref, je m'intègre comme je peux. Et j'espère toujours que les mentalités vont changer sur certains aspects qui sont difficiles à vivre dans la société, mais sur certains autres aspects, j'ai pas spécialement envie que la société change, parce que certaines choses fonctionnent très bien comme elles sont. Et nous, on est là pour montrer le bon exemple, donc comportez-vous bien au Japon s'il vous plaît. L'honneur de la France au Japon est en jeu, surtout quand on sait qu'il y a encore l'image de Chanel et du romantisme et des Français blonds aux yeux bleus. À cause de ça, on me croit jamais quand je dis que je suis française parce que je suis brune aux yeux marrons. Pour conclure, ces superstitions ne sont pas un frein ou un danger pour la vie quotidienne des Japonais. J'ai eu le sentiment pendant tout le temps que j'étais au Japon que les gens pratiquent leur religion pour le plaisir de le faire sans craindre des conséquences divines. Et c'est pour ça que si vous ne faites aucun geste religieux au quotidien, personne ne vous en tiendra rigueur. Ce n'est pas une contrainte, c'est même un amusement et c'est pas forcément pris au sérieux. Ce que je trouve formidable avec les religions au Japon, c'est que deux religions peuvent coexister et qu'aucune ne soit considérée comme supérieure à l'autre, ce qui paraît impossible dans tout autre pays. D'ailleurs, les Japonais peuvent être considérés comme des non-croyants puisque toute leur religion n'oblige à aucun réel sacrifice ni aucun dogme. En revanche, au niveau politique, les Japonais sont écartés. J'ai entendu certains de mes amis dire que la politique était faite par des vieux pour des vieux et que comme les jeunes étaient minoritaires, ça les intéressait moins. C'est difficile d'avoir du poids. Le conseil, c'est donc d'aborder des sujets simples comme la nourriture, la France, etc. lorsque vous parlez avec des Japonais. Merci Cliff pour la technique et à bientôt sur Radio Dragon. Merci Roxane. Vous êtes sur Radio Dragon. À la semaine prochaine.